Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui est très importante. Le titre est « Au Canada, travailler dur, c'est bien, mais à la longue, travailler intelligemment, c'est mieux ». Je vais vous parler des différences et tout, de qu'est-ce que j'entends par travailler dur, qu'est-ce que j'entends par travailler intelligemment. Je vais mettre des cas de figure pour que vous puissiez comprendre afin que vous soyez très bien équipés quand vous allez arriver au Canada. Allez, c'est parti! Bonjour, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Bien avant de commencer, je me prénomme Junior Tirimbaiko. Oui, j'ai fini ma formation de consultant en immigration, mais je ne peux pas encore exercer tant que le CRCIC ne m'a pas donné l'autorisation de le faire. Donc, il y a certaines étapes à franchir. Donc, voilà, je suis en train de les franchir. Dès que tout sera complet, dès que tout sera vraiment fait comme le CRCIC demande, on va pouvoir travailler ensemble. Que quand l'Africain dit qu'il travaille dur, il se sent tellement fier de dire que non, c'est même une forme de, comment dire, une forme d'idéologie que les Africains auront tendance à transmettre à l'enfant. Parce que quand tu entends travailler dur, ça fait du bien à l'âme, ça montre que tu n'es pas paresseux, ça montre que vraiment tu as de l'entre-gens, que tu es quelqu'un qui est vraiment battant, qui veut réussir dans la vie. Il faut travailler fort, travailler dur. Mais ce que je vais te dire aujourd'hui risque de te choquer. Ou peut-être que tu es déjà au courant de tout ça, mais je vais quand même te le rappeler et tout. Voilà, donc il faut vraiment prendre ton mal en patience, prends le temps de m'écouter. Si je me répète, je fais exprès parce que c'est pas tout le monde qui comprend. Je vais me répéter sous plusieurs angles afin que celui qui n'a pas compris sous un angle comprenne sur l'autre en fait. Donc, je me répète des fois volontairement dans le but que tout le monde comprenne. Ce que je m'apprête à dire aujourd'hui, c'est quelque chose que 90% des gens qui ont une forme de liberté financière pratique. Et ce, même s'ils ont un emploi. Je recommence. Ce que je m'apprête à dire aujourd'hui, c'est le fait, c'est appliqué par 90% de personnes, ok, qui sont financièrement à l'aise au Canada, qui n'ont pas de problème pour payer le loyer, problème pour payer l'hypothèque, problème pour payer la voiture, problème pour manger, problème pour prendre des voyages, ok, quoi qu'ils sont employés. Parce que généralement, quand je parle, les gens ont l'impression que je suis contre le fait d'être un emploi, d'avoir un emploi. Non, je suis pas contre ça, mais je dis simplement que il y a d'autres alternatives dans un pays qui est bougrement riche, un pays dont les opportunités pleuvent de partout en fait, ok? Donc, la différence entre les Canadiens de souche et les Africains pratiquant ce que je vais vous dire est le fait qu'ils n'ont pas de problème pour partager leurs débouchés. Tandis que les Africains, non seulement ils ne vont pas t'en parler, mais s'ils t'en parlent, ils ne te diront jamais pleinement ce que tu dois réellement savoir. Bon, qu'est-ce que cette longue phrase veut dire? Non seulement ce que je vais te dire, c'est 90% de personnes, ok, qui pratiquent ça. Ces personnes-là sont majoritairement indépendantes financièrement, quoi qu'elles ont un emploi. Et ces personnes qui pratiquent ça et qui sont financièrement libres, n'ont pas de problème pour dire qu'est-ce qu'elles font pour être majoritairement libres. Ok? Libres financièrement, elles n'ont pas de problème. Elles n'ont pas de problème de transmettre cette information-là que je vais te transmettre aujourd'hui. Ok? Mais l'Africain, s'il a cette information, il ne va pas te dire. Pourquoi? Parce qu'il veut avoir comme une forme de susciter, il veut avoir une forme de, comment dire, il veut te dominer. Il y a un côté dominateur, il y a un côté que, non, il veut pas que tu sois riche comme lui. C'est pas tous les Africains qui sont comme ça. Mais c'est l'une des raisons pour lesquelles, quand quelqu'un a ce que je vais te dire maintenant, ben, il va pas te le dire. Il va se dire que je te dis ça pourquoi. Ok? Et quelque part aussi, donc, des fois, a raison, parce qu'il se dit que s'il te le dit, est-ce que tu vas pratiquer? Est-ce qu'il perd son temps pour te dire ce que lui, il a compris? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont très à l'aise. Ils ne veulent pas changer de statu quo. Ils sont très confortables dans leur position. Donc, quelque part, quand certains Africains ont compris ce que je vais t'expliquer, ils se disent qu'est-ce que j'ai envie de perdre mon temps pour expliquer à quelqu'un qui ne va même pas comprendre ce que je vais lui dire, en fait. Est-ce que cette personne est prête à faire ce sacrifice que j'ai eu à faire? C'est aussi ça le problème de plusieurs Africains qui ont réussi et qui veulent des fois transmettre, mais ils hésitent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sûrs que leurs frères et sœurs vont être réceptifs, en fait. Il faudrait savoir que quand on parle de travailler dur, là, ok, ce n'est pas seulement synonyme de travailler physiquement.
quand tu es en Amérique du Nord, quand on te parle de travailler dur, ce n'est pas seulement de faire la manutention. Quand on te parle de travailler dur, ce n'est pas seulement de faire du travail que quand tu vas rentrer, tu as mal au dos, tu as mal partout. Non, 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 non. Ça, c'est le premier degré du fait de travailler dur. Quand on dit que j'ai travaillé dur, non. Travailler dur est aussi synonyme d'investir son temps quelque part sans avoir le contrôle de son temps. C'est ça. C'est genre que tu investis ton temps quelque part. Tu investis ton temps, même si c'est légitime. Ok? Tu investis ton temps quelque part. Tu investis ton temps, mais ce temps que tu investis, tu n'as pas le contrôle de ça. Pourquoi? Parce que comme quelqu'un t'a payé, c'est lui qui gère ton temps. Ça aussi, c'est une autre facette de travailler dur. Parce que quand les Africains arrivent dans une phase où ils ont trouvé un emploi, ok? Ils ont trouvé un emploi là. Et que pour eux là, ils ont quitté de la phase de travailler dur. Parce que eux, ils ont trouvé un emploi. Et comme ils ont trouvé un emploi, ils ont un bon salaire et tout, puis ils sont corrects, ils n'ont plus de problème. Non, ça c'est une autre façon de travailler dur par rapport au pays où tu te trouves, parce que ce pays est regorgé d'opportunités. Je recommence. Le fait de quitter de la première phase de travail dur, où tu as des douleurs physiques, et aller travailler pour quelqu'un, parce qu'on te paye un salaire, parce que c'est une belle entreprise, c'est aussi une autre façon de travailler dur, parce que tu n'as pas la gestion de ton temps et ce n'est pas toi qui décides par rapport à ce que tu veux entreprendre parce que la compagnie, c'est elle qui te gère. Aussi, il faudrait reconnaître que le fait de travailler dur a quand même des avantages. Ça, on ne va pas le nier là, ok? Le premier avantage du fait de travailler dur, c'est d'avoir un compte bancaire fourni. Ah, ça, c'est sûr. C'est que tu n'as pas besoin d'être quelqu'un, excusez-moi, qui investit, quelqu'un qui va entreprendre. Non, non, tu as ton petit emploi, tu es bien. Ok? Quand tu donnes l'effort, chaque 2 semaines, tu as un bon salaire. Ça va. Surtout que tu as une bonne entreprise, on te paye 100 000 par année, tu es correct, on te paye. Non, mais c'est bon ça. Mais, la différence de ça, c'est que ton compte bancaire là est fourni dépendamment ou étroitement lié à l'effort que tu donnes. Je recommence. Oui, un des avantages d'avoir un emploi, de travailler dur de quitter la première phase de travailler dur avec la manutention à aller dans une phase où pour toi ce n'est pas travailler dur parce que enfin tu as réussi, tu as un emploi. Non. Cet emploi, oui, ça a un avantage, mais l'avantage, c'est quoi? C'est que tu as un compte fourni, mais à la différence que le compte est fourni en fonction des efforts que tu fais, en fonction des actions que tu poses, en fonction du fait que tu respectes ce qu'on te demande de faire. Donc, ça veut dire que tu n'as pas le contrôle complet de tes économies, tu n'as pas le contrôle complet de tes finances, tu n'as pas le contrôle complet de la façon dont tu planifies ton destin. Pourquoi? Parce que le maître mot revient à ton employeur. Donc, ça veut dire que ça, là, c'est une autre façon de travailler dur et ce, même si tu es en cravate, même si tu ne cours pas de gauche à droite, même si tu n'es pas dans une usine, si le maître mot ne te revient pas dans ta vie, si le maître mot revient à ton employeur, c'est une autre façon de travailler dur et ce, même si tu ne suis pas comme ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ok? Donc, ça veut dire en gros que s'il n'y a pas d'effort à donner, il n'y a plus d'argent. Je recommence. Ça veut dire quoi? Pour ceux qui sont en train de vénérer toujours le fait que non, moi là, bon, j'ai un bon emploi. Hein, mais dans ton emploi là, si tu ne fais plus d'efforts physiquement, si tu n'es pas présent physiquement, il n'y a plus d'argent. Mais ça là, on appelle ça être, comment dire? Tu es toujours sur un fil. Donc, je veux dire, pour toi, là, tu es toujours sur un fil. Si le fil, là, saute, c'est fini. Ce que tu avais commencé, tu as commencé à dire que oui, il faut que je change de carrière. Pourquoi? Parce que pour toi, tu vénérais le fait de travailler dur. À ta façon. À l'autre façon qui est avec l'emploi. Tu te disais que non, moi, je suis bien. Moi, je travaille quand même dans un bon emploi. Alors que tu as juste tu es dans une autre phase de travailler dur. Pourquoi? Parce que le maître mot ne te revient pas pour ta vie. Après avoir vu le premier avantage qui est le fait d'avoir un compte bancaire fourni, l'avantage du fait de travailler, d'avoir un emploi,
c'est le fait d'avoir un bon CV, ok, d'être crédible auprès des banques et des employeurs si tu recherches un autre emploi. Ça, on va pas le nier. Je veux dire, c'est pour cette raison que moi je dis que le titre le dit. Travailler dur, c'est une bonne chose, mais à la longue, travailler intelligemment, c'est mieux. Ok? Même si toi, tu ne considères pas le fait que travailler dur, le fait d'être dans un bureau n'est pas synonyme forcément de travailler dur. C'est pas grave, mais moi, je te dis que je veux dire, tu n'es pas très différent de quelqu'un qui est dans la manutention parce que le maître mot ne te revient pas. Sur tes finances, sur tes économies, sur la façon dont tu te projettes. Le maître mot ne te revient pas sauf si tu casses avec ton employeur. Et qui dit casser avec son employeur dit que tu n'as pas d'argent. Ok? Donc, pour moi, le vrai avantage de travailler dur, et tout le monde devrait passer par là, c'est le fait que tu as quand même une forme d'historique dans la société en ce qui concerne l'aspect professionnel. Tu as un bon CV, si tu vas aller à la banque peut te faire confiance et tout. Puis si tu vas aller chercher un emploi ailleurs, ben c'est correct. Là, on trouve que ton CV est bien fourni, puis voilà, on peut donner une autre chance ailleurs en fait. Donc, pour moi, oui, tu dois travailler dur, mais on va voir la suite de la vidéo pour comprendre pourquoi. Un autre avantage de travailler dur, c'est le fait que tu puisses juste mettre en pratique ce que tu as pu apprendre à l'école, à l'université et j'en passe, ok? Ça, c'est un autre avantage qu'il faut pas négliger parce que tout ce qu'on te donne à l'école ou à l'université où tu faisais une formation professionnelle, c'est plus de la théorie que d'autre chose. Et pour asseoir cette connaissance, pour asseoir ce savoir qu'on t'a transmis, et que ça devienne vraiment une forme d'expertise dans ta vie personnelle, travailler, c'est quelque chose qui est avantageux en fait. À mon humble avis, tout le monde doit travailler dur. Ça, c'est clair. Ça, tout le monde doit travailler dur. Tout le monde doit passer par là. Que ce soit par la manutention, pour certains, que ce soit directement dans un emploi après avoir fini tes études. Ça, c'est clair. Tout le monde doit le faire. Mais par contre, vu qu'on est en Amérique du Nord, j'encourage tout le monde à ne pas rester dans la phase de travailler dur, mais de passer à la phase de travailler intelligemment. Parce que l'Amérique du Nord, c'est un pays d'opportunités. On t'engage, bébé dit, tu passes par un programme d'immigration, par exemple, comme travailleur qualifié. Quand tu arrives ici, le Canada a besoin de main-d'œuvre. Ça là, c'est la part que tu apportes au Canada. Maintenant, travailler intelligemment, c'est ta part dans ta part pour toi là, c'est quoi? Hormis le salaire que le Canada t'offre en retour de ton expertise. Si maintenant tu dois développer à part tes finances, tu es revenu dans un pays qui a plein d'opportunités, c'est ça qui est le plus important. Comment tu vas t'y prendre? Est-ce que tu vas te dire que tu vas faire pleinement confiance à ton employeur? Est-ce que tu vas te dire que tu vas pleinement faire confiance à, je sais pas moi, au gouvernement pour te venir en aide quand il y aura des difficultés, pour te projeter dans ta vie? Ce n'est pas le rôle du gouvernement. Ce n'est pas le rôle de ton employeur pour te projeter dans la vie. Ce n'est pas le rôle de ton boss pour te dire quoi faire. C'est à toi de prendre de l'initiative. Personne ne viendra te le dire parce que ton boss là, chez qui tu travailles, lui aussi, il a bâti quelque chose. Lui aussi, ce dans quoi tu travailles là, africain, quand tu vas arriver ici, c'est quelqu'un qui a pensé à ça. C'est quelqu'un qui avait certainement un emploi, mais il bâtissait quelque chose à part. C'est ça, c'est à ça que moi je vous appelle. Avoir un emploi, c'est très bien. Mais bâtir quelque chose à part parce que tu es dans un pays qui regorge de plusieurs opportunités, c'est encore meilleur. Et c'est ça qu'on appelle travailler intelligemment. Travailler intelligemment ne te pousse pas seulement à à donner l'effort pour quelqu'un, mais c'est aussi bâtir quelque chose pour toi au cas où celui chez qui tu travailles n'a plus besoin de toi, bien au cas où tu veux complètement changer de vie. C'est ça. Donc vraiment, c'est vraiment à ça que j'appelle les Africains. Parce que quand tu vas arriver ici, tu vas te rendre compte que beaucoup de tes frères là, ils vont venir, ils seront zélés, mais quand ils vont avoir un confort avec un bon emploi et tout, paf, tout le zèle là disparaît. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, ok, pourquoi faire autant d'efforts alors que j'ai déjà un très bon emploi? Donc c'est un peu ça. Et l'un des avantages phares du travail intelligent, c'est le fait que tu es le maître de ton temps et tu n'as pas besoin d'être là pour produire des revenus. Je recommence. L'un des avantages de travailler intelligemment, c'est le fait que non seulement tu es le maître de ton temps, même si tu travailles pour quelqu'un. Parce que la personne chez qui tu travailles ne peut pas te faire du chantage. Et tu es libre de te projeter dans la vie. Pourquoi? Parce que l'autre côté que tu développes, sans pour autant quitter ton emploi, te permet de te projeter, de penser à l'avenir. Et en étant libre psychologiquement, tu sens que tu as le temps.
Tu sens que tu es libre de tes moments. Tu sens que tu travailles par passion et non parce que tu veux payer les factures. Je recommence. Quand les Africains vont m'écouter étant en Afrique, ils ne vont pas comprendre travailler par passion et travailler pour payer les factures. Parce que quand tu travailles pour payer les factures, toute ta vie, mais tu vas devenir dépressif. Tu vas commencer à... Tu vas manquer de personnalité parce que tu vas toujours devoir être très sympathique auprès de ton employeur pour qu'il ne te renvoie pas. Tu auras toujours besoin de faire des courbettes pour que tu sois le chou, le petit chou, le bien-aimé de l'employeur. Mais par contre, quand tu développes ta seconde source de revenus dans un pays qui a plein d'opportunités, mais tu n'as pas besoin de plaire à ton employeur. Si tu fais ton travail, c'est tout. Parce que financièrement, tu deviens indépendant et tout simplement parce que tu as embrassé quoi? Tu as embrassé les opportunités du Canada. Ok? Donc, je vais répéter cette phrase. L'avantage phare du travail intelligent, c'est le fait que tu es le maître de ton temps, même si tu travailles pour quelqu'un. Ok? Et tu n'as pas besoin d'être là pour produire de l'argent. Ce qui est différent avec le fait de travailler pour ton employeur. Pour ton employeur, tu as besoin d'être présent. Tu as besoin toujours d'être à ses côtés. Tu as toujours besoin de faire les efforts. Si tu ne fais pas d'efforts, tu n'as pas d'argent. Mais par contre, si tu as développé à côté une seconde source de revenus, que tu sois malade ou que tu ne sois pas malade, ça ne change rien dans ton compte bancaire. Mieux vaut bâtir quelque chose dans ton second revenu qui fait toute une différence, même s'il y a un emploi, que de ne pas développer ta seconde source de revenus et compter seulement sur la première source de revenus et stresser quand tu n'es pas apte à travailler. Parce que ce stress-là, dans le temps, ça va te faire du mal. Et tu vas être limité dans ce qu'on appelle le rêve américain. Parce que qui dit rêve américain dit qu'il y a tellement d'opportunités qu'en un laps de temps, un petit investissement comme ça, au fait d'entreprendre à part, tu peux catapulter complètement ta vie. Donc, le fait d'être toujours dans la phase d'être dans le rêve américain est déclenché par le fait que tu as développé ta seconde source de revenus à part. Et tous ceux qui ont réussi aussi au Canada, même s'ils sont encore employés quelque part, ce sont des gens qui ont développé une seconde source de revenus. Travailler intelligemment stipule que malgré le fait que tu aies un emploi traditionnel, ok, que ça ne t'empêche pas d'être actionnaire quelque part, investisseur quelque part ou entrepreneur quelque part, dans une quelconque affaire afin que dans le temps, ton second revenu soit plus imposant que ton premier revenu qui t'est donné par ton emploi. Et à partir de ce moment-là, ce sera à toi de décider si tu lâches ton emploi ou pas, car tu auras la politique de tes moyens. Eh mes frères, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je vais relire cette phrase et en allant doucement. Oui, tout le monde... Non, travailler intelligemment stipule que malgré le fait que tu aies un emploi traditionnel, que ça ne t'empêche pas d'être un actionnaire. Je vais vous prendre l'exemple d'un de mes amis que j'aime beaucoup. Mon ami, lui, il a fait des études. Et lui, quand il a fini de faire ses études, il n'a pas cherché un emploi comme tout le monde cherche. Il a cherché un emploi parce qu'il avait mis les revenus de côté pour être actionnaire dans cet endroit, dans cet emploi-là. Dans la mesure où le gars est employé là-bas, mais il gère une part de la compagnie. Je veux dire, il a signé son contrat en gérant, je vais prendre un exemple, par exemple, les ressources humaines, tout en ayant 5% des revenus que la compagnie peut produire dans l'année, sans compter son salaire mensuel. Je vais recommencer pour que vous compreniez. Et il est jeune, hein? Pour que vous compreniez un peu l'esprit. Mon ami a fini ses études. Quand il a fini ses études, il avait déjà mis l'argent de côté. Peut-être que ses parents lui ont donné de l'argent. Il a mis ça de côté. Maintenant, quand il cherchait un emploi, il ne cherchait pas un emploi comme toi, tu cherches un emploi. Non! Il cherchait un emploi, il pourrait être actionnaire dans l'entreprise. C'était ça qui l'animait. Donc, ça veut dire que non seulement il a un salaire par rapport à ce qu'il apporte dans la compagnie, mais parce qu'il a aussi investi dans la compagnie, il est aussi actionnaire dans la compagnie. Ce qui veut dire que quand la compagnie va faire ses recettes en une année, le gars aura un certain pourcentage
dans la compagnie dans laquelle il a aussi un salaire. C'est l'esprit-là que je veux que vous développiez. C'est l'esprit-là que je veux que vous développiez. Si vous comprenez ça en Amérique du Nord, vous êtes complètement différent. Et c'est ça que moi j'ai compris. Et ça a changé ma vie. Je ne suis pas encore arrivé parmi les grands ici au Canada. Mais j'ai beaucoup plus d'assurance où je vais, contrairement à plusieurs Africains qui ne se basent que sur leur emploi traditionnel, en chassant toutes les formes d'opportunités, parce que pour eux, courir après une opportunité est synonyme d'irresponsabilité. Ça, c'est le premier exemple que je peux vous donner. Le deuxième exemple, je connais encore une personne. Lui, il est directeur d'une compagnie d'assurance. Mais lui, il fait dans le marketing de réseau. Je lui ai posé la question une fois. Mais, monsieur, mais vous êtes directeur d'une compagnie d'assurance. Mais comment vous pouvez aller encore dans le marketing de réseau? Qu'est-ce que vous trouvez bon là-bas? Il me dit, Junior, il faut que tu saches une chose. Tu vois les maisons que j'ai, tu vois les biens que j'ai? Je dis oui. Il me dit, imagine-toi une seule seconde que dans cette compagnie d'assurance où je suis directeur, les actionnaires ne veulent plus de moi. J'étais habitué à une certaine vie. Ok? J'étais habitué, je suis habitué à partir en voyage tout le temps. Je suis habitué à mettre tel montant de côté pour ma retraite, pour mes enfants et tout ça. Imagine que, même ça fait 10, 15 ans que je travaille dans cette compagnie-là, qu'un jour je n'ai plus ce salaire-là, le standing de vie que j'ai, les factures que j'ai développées, le style de vie que j'ai adopté là, qui va payer pour ça? Donc, je vais tomber de plus haut encore que ceux-là qui ne sont même pas arrivés à mon niveau. Donc, pour moi, je protège déjà mes arrières, quoique je pourrais ne pas le faire avec les économies que j'ai eu à faire. Regardez la pensée de quelqu'un qui n'a même pas besoin de faire le marketing de réseau. Le marketing de réseau. Je te parle du marketing de réseau que beaucoup de gens méprisent. On ne parle pas d'autre chose. Là, non, mais il n'a pas besoin de faire le marketing de réseau. Selon le profil de ce monsieur, peut-être que le monsieur a gagné peut-être 300 à 400 000 par année. Il est directeur d'une compagnie d'assurance. Mais lui, il a commencé bas. Donc, en gros, avec ces deux exemples, je voulais juste te faire comprendre que l'objectif ici, c'est que, oui, je t'encourage à avoir un emploi. Mais je ne te dis pas que tu vas forcément être riche avec ton emploi ou avec le fait de développer un second revenu. Mais je dis simplement que tu vas avoir une forme d'aisance quand même financière, une liberté psychologique parce que tu peux payer ce dont tu as besoin et tu garantis ta retraite en développant quand même un second revenu malgré ton emploi. Et à la longue, qui sait, peut-être que ton second revenu peut être plus fort que ton premier revenu qui est ton emploi. Et maintenant, tu auras la politique de tes moyens et tu pourras décider si tu continues avec ton emploi parce que tu as la passion pour ce que tu fais ou si tu lâches et tu continues avec ton second revenu. Ici, c'est comme ça qu'on fonctionne en Amérique du Nord. Tu vas voir que sur 10 personnes qui ont réussi financièrement et qui sont employés, ben, ils ne sont pas seulement riches à cause de leur emploi. Ils n'ont pas, laissons le côté d'être riches là. Ils ne sont pas à l'aise financièrement seulement parce qu'ils ont un emploi. Ils sont financièrement à l'aise. Pourquoi? Parce que, hormis l'emploi qu'ils ont, ils ont développé un second revenu qui est devenu tellement fort que ça dépasse même leur emploi. Et s'ils restent dans leur emploi, c'est simplement par passion. Et non parce que financièrement, leur emploi leur apporte quelque chose. Tu as rencontré des gens qui font des business, par exemple. Ils ont tellement développé leur second revenu que ça peut leur ramener par année même 100 000. Et ils restent dans leur emploi par passion qui leur donne peut-être juste 45 000, 50 000 par année. Ok? Donc, pense à ça et pour réussir généralement dans une vie, imite ceux qui ont réussi. Et moi, ce que je suis en train de te dire, c'est ce que les gens au Québec, au Canada font pour réussir et être à l'aise financièrement, ce qui n'est pas le cas pour nous, les Africains, ici au Canada. Beaucoup vont mettre corps et âme sur leur emploi. Beaucoup, quand on va leur dire de lâcher ça afin de se déployer, ils vont dire que oui, mais qui me prouve que ça va fonctionner? Mais ceux qui ont réussi, ils ont fait comment? Les autres communautés ont fait comment? Et le très peu, là, la poignée de personnes qui osent avoir leur emploi et développer un second revenu de façon très sérieuse, ces personnes-là, des fois, sont étiquetées. Donc, vraiment, toi qui arrives, je t'encourage à ne pas prendre cette voie où tu vas te dire que oui, mais moi, et si ça ne marche pas, et si ça marche, les autres ont réussi, donc ça va marcher. Oui, ça peut être difficile, oui, ça peut prendre du temps, mais si les autres ont réussi, ça veut dire que toi aussi, tu peux réussir en fait. Il y a un argument qui sort très souvent qui dit que oui,
tout le monde ne peut pas être employeur, ne peut pas être entrepreneur. Ouais, je suis d'accord. Mais moi, je dis aussi que tout le monde ne devrait pas non seulement être employé. Ouais, je recommence. Il y en a qui vont se dire que oui, pour se dédommager, pour pouvoir esquiver le fait que genre, non, si je ne fais pas ces opportunités-là, oh, c'est parce que ça ne m'intéresse pas. Et aussi parce que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être entrepreneur. Moi aussi, je dis que ce n'est pas tout le monde aussi qui est appelé à être employé quelque part. Et je vais justifier mon point. Parce que c'est quasiment un crime de l'être dans un continent dont les opportunités pleuvent et sont à portée de main sans même que tu ne fasses d'efforts. Je recommence. Parce que pour moi, c'est un crime d'être dans un continent dont les opportunités pleuvent. Et quand tu n'as pas d'opportunités, c'est même que ces opportunités-là, tu ne fais même pas d'efforts pour les rencontrer. Les gens viennent même te voir pour que tu puisses embrasser ces opportunités-là. Et tu dis que non, malgré toutes ces opportunités-là, non, je préfère juste être avec mon petit emploi parce que là, je suis quand même à l'aise, parce que je suis un responsable. Et un responsable là, lui là, il ne prend pas de risques parce que si je prends des risques et que je perds ce que j'avais avant, où est-ce que je vais partir dans la vie? Mais ceux qui réussissent là, la majeure partie des communautés qui nous dépassent là, eux, ils font comment? C'est comme ça qu'il faut te poser. Eux, ils font comment? Ils font comment? Dites-moi un peu comment ils font. Comment ils font? Dites-moi. Dites-moi. Expliquez-moi comment les autres communautés font. Est-ce que vous pensez qu'ils n'ont pas peur de prendre ce risque-là? Est-ce que vous pensez qu'ils n'ont pas peur de perdre? Et quand on parle de perdre, comment se fait-il que le second revenu que tu développes à part puisse te faire perdre les finances que tu as chez ton employeur? À moins que ça commence à prendre un peu de temps, ça demande de faire plus de temps. Peut-être que tu devrais maintenant passer à temps partiel chez ton employeur. Ou si tu veux quand même faire ton emploi à temps plein, tu peux peut-être baisser le rythme au niveau de ton second revenu. Ça dépend de qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif dans la vie. Mais ce n'est pas un argument solide de me dire que oui, mais tout le monde n'est pas appelé à être entrepreneur. Mais on n'en a rien à faire de ce que tu penses. Pourquoi? Parce que tu es dans un pays d'opportunités. Et tu n'es pas venu au Canada ici là pour pouvoir embrasser ce que les autres font sans réfléchir. Quand le Canada te fait venir ici, en tant que par exemple travailleur qualifié, tu viens pour deux choses. Parce que c'est pour ça que le Canada est fort, est puissant. Premièrement, tu auras ton emploi stable. Deuxièmement, tu auras la sécurité. Troisièmement, tu auras des opportunités. Je recommence que tu comprennes. Quand le Canada te fait venir en tant que travailleur qualifié, premièrement, tu auras un emploi stable. Deuxièmement, tu auras la sécurité dans toute forme. Sécurité sanitaire, sécurité sociale, bref, toute forme de sécurité. Et aussi, le Canada te donne des opportunités pour changer ta vie. Beaucoup de gens pensent à leur emploi stable. Beaucoup de gens voient la sécurité, mais très peu de gens pensent aux opportunités que le Canada leur donne. C'est le troisième point là que je suis en train de vous dire, de vous marteler. C'est ce que le Canada vous donne que vous ignorez, que vous méprisez, alors que c'est ça qui fait toute une différence. Oui, vous leur donnez la main d'œuvre, c'est vrai. En retour, eux, ils vous donnent deux choses. Non, trois. Ils vous donnent un salaire et des revenus stables. Ils vous donnent une sécurité, des assurances. Ok, au niveau du chômage, au niveau de la santé, au niveau de vos enfants, bref, ça. Et ils vous donnent aussi les opportunités. Chose que les Africains ne veulent pas aller là-bas parce que quand l'Africain n'est pas à l'aise quelque part, il n'aime pas trop s'aventurer. Et c'est le troisième point là qu'ils essayent de développer parce que tu vas te rendre compte que dans la majeure partie du temps, les gens qui sont à l'aise financièrement, pas forcément des millionnaires, mais qui sont à l'aise financièrement, qui ne comptent pas seulement sur leur emploi pour vivre ou se projeter dans la vie, ces personnes-là ont toujours, à 90%, un second revenu qu'ils ont développé. Donc en gros, hormis ton emploi, si tu ne veux pas être entrepreneur, tu peux être actionnaire quelque part. Tu peux payer les parts, tu peux chercher une compagnie où tu peux mettre ton argent, tu payes les parts d'une compagnie, ou bien tu payes les bitcoins s'il le faut, ou bien tu fais le trading s'il le faut, parce que je connais des médecins qui font le trading. Je connais des ingénieurs qui font dans les bitcoins. Je connais les ingénieurs il y a des gens maintenant qui commencent à faire des fermes, qui achètent des fermes pour produire au Canada. Ils ont un emploi, mes chers frères, mes chères sœurs.
ok? Si tu ne veux pas être entrepreneur, si tu veux pas être investisseur, si tu veux pas être, si tu veux pas être entrepreneur ou actionnaire, sois investisseur. Investis quelque part. Tu commences à regarder. Tu es africain, tu peux investir dans ton pays, tu regardes, tu crées un business. Je veux dire, va dans ça, va dans le second revenu parce que ton seul revenu ne peut pas faire toute une différence. Oui, tu peux bâtir ta vie avec, je suis d'accord avec ça, mais tu vas bâtir toujours en regardant en arrière, en étant toujours soucieux, en te demandant que, et si je n'ai plus cet emploi, et c'est la raison pour laquelle tu fais des choses, je veux dire, tu fais des choses à tel point que tu perds même ton estime à toi. Pourquoi? Parce que tu veux absolument garder ton emploi. Tu perds toute forme de respect de ta personne parce que tu es prêt à tout pour garder ton emploi. Peut-être tu es prêt à tout pour qu'on t'accepte dans les endroits où même si on te méprise, tu es obligé d'accepter ça. Pourquoi? Parce que tu cours après cet emploi-là. Donc, hormis ton emploi, tu peux être aussi actionnaire. Si tu ne veux pas être actionnaire, sois entrepreneur. Si tu veux pas être entrepreneur, sois investisseur. Ne pas forcément à grande échelle, même à petite échelle, pour que tu développes un second revenu afin que personne ne te fasse de chantage, afin que tu te profites de la troisième opportunité que le Canada t'offre. Ok? Hormis le fait d'avoir un travail stable ou une forme de sécurité, les opportunités, la troisième branche, là, les opportunités, pour que tu en profites aussi, afin que ça fasse une différence pour ta vie, pour ta famille, ainsi que pour tes enfants, en fait. Si malgré le fait que je te dise que, hormis ton emploi, que tu sois investisseur, que tu sois actionnaire, ok, ou que tu sois entrepreneur, que tu me dises que, malgré ça, là, ok, moi, je ne veux pas ça. Ça ne m'intéresse pas tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux ni être entrepreneur, ni être actionnaire, ni être investisseur. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais par contre, je vais te dire quelque chose. Par contre, les Africains, leur problème là, c'est quoi? C'est que ne sois pas aigri avec quelqu'un qui a réussi. Ne sois pas jaloux. Parce que c'est criminel d'être jaloux d'une personne qui a réussi parce qu'elle a développé un second revenu. Vous avez peut-être le même emploi, vous avez peut-être le même niveau professionnel. Mais lui, financièrement, il fait toute une différence. Il a la politique de ses moyens dans ce qu'il va entreprendre. Et toi, qui es employé, si tu n'es que limité, si tu es seulement limité, et que malgré le fait que tu as quand même presque assez de revenus que lui, et que lui, il est beaucoup plus libre dans sa gestuelle, libre dans son temps, il a beaucoup plus de contrôle de son temps, et que tu jalouses ça, là, tu es un sorcier. Si tu peux jalouser quelqu'un comme ça, là, que lui, il a décidé que hormis son emploi, il va développer sa petite compagnie à part. Hormis son emploi, il va être actionnaire quelque part. Hormis son emploi, il va être investisseur quelque part. Toi, personne ne t'a jugé. Tu décides d'être simplement employé quelque part. Et tu jalouses celui qui a fait le pas de plus. Là, tu es un sorcier. Ok? Donc, si toi, tu ne veux pas, ok, être ni investisseur, ni entrepreneur, ni actionnaire quelque part, ajouté à ton emploi, s'il te plaît, n'envie pas quelqu'un qui le fait. Parce que si tu l'envies, tu es un sorcier. Pourquoi? Parce que les mêmes opportunités que lui, il a eu le courage d'affronter, tu les avais aussi et tu as refusé de le faire. Et je vais te dire pourquoi parfois quand tu rencontres quelqu'un que lui, il a finalement opté pour le fait de travailler intelligemment, quand toi qui as développé juste le fait de travailler dur, quoique tu ne considères pas le fait de travailler pour quelqu'un que c'est quelque chose de dur, c'est le fait que quand toi, quelqu'un qui a travaillé intelligemment, qui a commencé à voir les fruits de son sacrifice, tu te rends compte que ce que toi tu as bâti en 15 ans, lui il le fait en 3 ans, ça t'énerve. Tu es fâché. Pourquoi? Parce que tu te dis, mais comment se fait-il qu'on a le même niveau, on a le même emploi, mais lui là, il fait ça rapidement plus que moi. Tu ne vas pas le dire audiblement, mais en toi, tu te sens comme rabaissé, méprisé par les résultats de l'autre. En fait, ce qui se passe dans ta tête, c'est que les résultats de l'autre commencent à te juger. Tu te dis, mais c'est pas possible. Et tu commences à laisser l'amertume de se développer dans ton cœur, la jalousie se développer dans ton cœur, l'aigreur se développer dans ton cœur. Pourquoi? Pas parce que les opportunités, tu ne les connaissais pas, mais parce que tu as refusé et méprisé les opportunités que le Canada t'offre. Ce qui n'était pas le cas pour l'autre. Lui, il a respecté les opportunités que le Canada lui offrait.
Et il a marché dessus, il a eu la foi, il a eu le courage, il est sorti de sa zone de confort, il a affronté ça, ce qui n'était pas ton cas. Donc moi, si je fais cette vidéo, c'est pour t'éviter la jalousie. Parce que les Camerounais, les Sénégalais, les Ivoiriens, les Congolais, on est très fort dans la jalousie quand on voit quelqu'un réussir. Je fais cette vidéo pour que tu puisses éviter de traumatiser ton petit cœur. Pourquoi? Parce que je te rappelle effectivement que tu sais, comme toi, et moi, on le sait, tu sais, je sais que le Canada t'offre beaucoup d'opportunités et toi, tu refuses. Pourquoi? Parce que tu vas être dans ta zone de confort. Tu ne veux pas voir que, tu ne veux pas qu'on te traite d'irresponsable parce que tu essayes des choses. Tu ne veux pas ça. Tu tiens tellement à ton image. Je fais cette vidéo vraiment pour te dire, frère, s'il te plaît, afin d'éviter de traumatiser ton cœur là, ose. Ose par rapport aux opportunités que le Canada t'offre, pour que tu puisses faire la paix avec toi-même quand tu rencontres quelqu'un qui a réussi. Une autre frustration qui fait en sorte que quand tu vois quelqu'un qui a réussi, tu te sens aigri là, tu te sens frustré, ce qui est la raison de ma vidéo parce que je ne veux pas que tu sois dans ça, c'est le fait que tu as l'impression que tu es une voiture dans une course qui a la capacité de rouler à 200 km/h dans cette course-là. Mais toi, tu roules à 30 km/h par rapport à ton voisin que lui, il a compris qu'il peut rouler à 200 km/h, mais lui, il roule à 190 km/h. Je recommence. Une des choses qui te rend frustré quand tu vois quelqu'un qui a presque le même niveau que toi réussir, c'est le fait que toi, tu sens qu'en toi-même, tu as la capacité de faire comme la personne fait. Mais tu as refusé de marcher selon ton plein potentiel. Et l'autre, lui, il a accepté le sacrifice de marcher selon son plein potentiel et il a les fruits de son sacrifice. Et toi maintenant, parce que tu as refusé, tu commences à être aigri. C'est ça ton problème. Et c'est la raison pour laquelle je te dis que c'est encore le temps. Je fais cette vidéo pour t'interpeller, pour te dire que le Canada t'a donné, oui, un emploi stable. Oui, la sécurité, mais aussi le Canada t'a donné les opportunités. Le troisième point là, beaucoup ne veulent pas regarder ça. Pourquoi? Parce que ça demande que tu sors de ta zone de confort. La vidéo est presque terminée. Ce que je vais te dire, toi qui viens de m'écouter, que tu te dis, mais moi je ne sais pas comment faire, comment je vais nous en faire là, je sais pas. Je n'ai pas d'argent pour investir. J'ai mon emploi, ça fait peut-être 10 ans, je sais pas. Je dis que si toi tu ne sais pas, tu ne connais rien là, fais au moins même le marketing de réseau. Je veux dire, pour ton second revenu là, si tu n'as rien, que tu ne connais rien, fais au moins le marketing de réseau. Au moins, avec le marketing de réseau là, donne-toi pour objectif que je fais ça pendant 10 ans. C'est sûr et certain que même avec le marketing de réseau là, tu vas faire une différence dans ta vie. Tu vas pouvoir développer ton second revenu, ton premier revenu qui est ton emploi là. Tu ne vas pas être frustré parce que tu as un objectif de développer ce second revenu avec même le marketing de réseau. Si tu n'as rien dans ta vie, parce que le marketing de réseau, peut-être pour le montant de départ que ça va te demander, c'est peut-être pour certains c'est $500, pour d'autres c'est $1000, pour d'autres c'est $1500, ça dépend de ce que tu vas faire. En Amérique du Nord, il y a plein de compagnies qui font le marketing de réseau. Donc pour moi, si tu écoutes ma vidéo et que elle t'interpelle et que tu n'as pas d'argent et que tu n'as rien, dis-toi que garde ton emploi. Je te dis pas de quitter ton emploi, mais au moins développe quelque chose, une seconde source de revenu avec le marketing de réseau. Je dis que si tu n'as rien, si tu n'as aucune idée, si tu ne sais pas par où commencer, commence au moins avec le marketing de réseau. Je te dis que mieux vaut faire le marketing de réseau pour avoir un second revenu que de te dire que tu vas être comme ça, tu attends les opportunités, tu restes là les bras croisés, tu restes là dans ton emploi simplement. Je te dis parce que avec le marketing de réseau, même si avec le temps, tu commences avec des efforts et tout, le temps de te créer une clientèle, d'avoir des contacts, toutes ces choses-là, qui sont des fois humiliants entre guillemets, dans 10 ans, tu ne peux pas être le même. Le minimum que tu vas gagner dans 10 ans avec le marketing de réseau, en ayant déjà ton emploi, c'est minimum 3-4 000 $ par mois. Je dis le minimum, hein. Le marketing de réseau qu'on méprise, qu'on minimise souvent, qu'on banalise souvent là. Le minimum que tu peux gagner, c'est 3-4 000, même voire 10, 20, 30 000 $ par mois. Et j'en connais qui font ce genre de chiffres en étant employés quelque part. Donc pour conclure, si au final, toi là, tu dis que bon, ce que tu racontes là depuis le début, ce sont des histoires. Si tu ne veux ni investir, ni entreprendre, ok, ni être actionnaire, de grâce, n'envie pas ceux-là qui vont réussir quand ils vont prendre des risques. Moi, c'est tout ce que je te demande. Ça, c'est pour conclure. Si tu ne veux être ni actionnaire, ni entrepreneur, ok,
ni actionnaire, ni entrepreneur, ni investisseur n'envie pas ceux qui réussissent. Moi, c'est la seule faveur que je te demande parce que nous, Africains, on est très forts pour les petites jalousies qui n'ont même pas leur place. Pour les petites aigreurs qui n'ont même pas leur place. Pourquoi? Parce que tu pourrais faire le même effort, tu pourrais faire le même sacrifice. Mais parce que tu as refusé de faire le sacrifice et que tu vois que celui-là, lui, il a accepté de faire le sacrifice, tu commences à avoir une jalousie raffinée, une aigreur raffinée. Ok, tu commences à être dans ton coin, tu commences à ne pas parler à la personne, tu commences à éviter la personne, tu commences à mettre la personne là à part. Pourquoi? Parce que la personne là a fait ce que toi tu as refusé de faire. Ok, donc c'est la seule faveur que je te demande simplement pour nous qui avons décidé d'oser, hormis le fait d'avoir un revenu principal. C'est ce que je voulais vous dire. Ceci s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle va vous challenger, qu'elle va vous réveiller, qu'elle va mouler en vous une forme de carapace. Carapace pour contrer toutes les paroles qu'on va vous dire quand vous allez arriver ici, pour que vous puissiez simplement être de bons petits employés sans pour autant regarder ce que le Canada vous offre en termes d'opportunités, hormis l'emploi stable et la sécurité. Ok? Donc, c'est ça. Donc, ici, votre frère Junior Thierry Mbaïko. Donc, voilà. On se revoit pour la prochaine vidéo. Ciao!